Voilà, c'est le début de l'aventure et après le générique, vous pourrez visionner le premier épisode de cette histoire de la STP2. Moins d'un mois après avoir fait enregistrer l'acte de création chez un notaire parisien, les dirigeants de la STP2E, qui est domiciliée chez René Dufrane à Montrouge, convoquent une assemblée générale constitutive. Cette assemblée générale élit les membres du conseil d'administration. Ils sont trois. René Dufrane devient directeur et il a su s'entourer de professionnels qu'il a côtoyés dans ses activités antérieures. Ainsi, André Bidot, un cimentier originaire de la Haute-Vienne, est nommé PDG en raison de sa surface commerciale et financière qui rassure l'environnement, et également Georges-Henri Bastard, qui est un électricien résidant à Paris. L'Assemblée générale adopte aussi les statuts types de la Chambre consultative et elle nomme Louis Maigret comme commissaire aux comptes. Alors, Louis Maigret, c'est un homme orchestre, c'est un militant et quelqu'un qui est toujours prêt à donner un coup de main et des avis aux coopérateurs. Et là, il s'implique directement dans la STP2E, mais c'est aussi un administrateur de la Chambre consultative. C'est dire que les liens sont des liens de proximité entre la STP2E et la Chambre consultative. Néanmoins, en mars 1937, lorsque la Chambre consultative entérine l'adhésion de la STP2E au sein du mouvement, elle fait une remarque qui explique au fond que pour que toutes les conditions d'adhésion soient réunies, encore faut-il que la STP2E régularise sa situation syndicale. Cette remarque sera reformulée 6 mois plus tard, ce qui montre que ça posait un problème au sein de la coopérative. Au fond, de quoi s'agit-il ? Cette histoire de convention avec la CGT a été signée en 1923 et elle enjoignait aux dirigeants de coopératives d'embaucher du personnel syndiqué et en même temps, en cas de grève dans le secteur d'activité, elle faisait obligation, en échange de la dispense de grève, elle faisait obligation aux coopératives de verser une partie des salaires pour alimenter un fonds de grève, soutenir la lutte et ainsi faire aboutir les revendications. René Dufrane, dès l'été 1936, a pris sa carte de la CGT. Mais cette disposition a fait débat en interne. En effet, Georges-Henri Bastard va démissionner car il est en désaccord avec cette disposition. Il sera remplacé comme administrateur par Laurent Salomon, dont nous aurons l'occasion de reparler, en raison des fonctions éminentes qu'il occupera au sein de la coopérative. Ce retard dans la régularisation syndicale de la STP2E ne l'empêche pas de figurer sur la liste ministère afin d'être éligible au marché public et à la liste notamment qui prévoit la construction d'habitations à bon marché. C'est d'ailleurs par adjudication que la STP2E réalise ses premiers travaux. Travaux d'électrification Seine-et-Marne, construction d'un silo en Côte d'Or et également d'un marché couvert à Orsay. Cette phase de décollage s'accompagne, comme c'est souvent le cas, d'une phase d'endettement. Et l'apport personnel des administrateurs ne suffira pas. Il faudra encore que la STP2E contracte 2 crédits auprès de la banque coopérative pour faire face aux investissements rendus nécessaires par les travaux de 2 principaux clients, la Société Andelisienne d'électricité, qui est basée dans l'Eure, et la Sanca, la société d'application nouvelle de Simon Armé, qui lui passe commande de la pose de poteaux en béton du côté dans la région de Chartres. Au cours de ces années et jusqu'à la guerre, l'activité de la STP2E est tirée à la fois par les travaux d'électrification et en même temps par la construction de bâtiments agricoles dans plusieurs départements, dont l'Eure, le Cher, la Côte d'Or et la Normandie. La mobilisation et la déclaration de guerre en septembre 1939 vont avoir pour effet de geler les chantiers. Les coopérateurs vont stocker le matériel, une activité statutaire à minima qui va consister essentiellement dans le renouvellement des administrateurs et l'élection de René Dufrane au poste de PDG en remplacement d'André Bidot qui est prisonnier de guerre en Allemagne. Mais cette mise en sommeil de l'activité est surtout liée au fait que la STP2E ne veut pas travailler pour l'occupant et refuse toute compromission
avec les Allemands. Ici comme ailleurs, les coopérateurs attendent la libération et le retour des jours heureux.